Ce qui fait que la marque s'identifie à ce magazine. La marque apporte quelque chose qui n'a rien à voir avec la vente, le côté achat de ces produits, mais qui s'adosse à cela pour apporter une valeur dans laquelle l'objectif, ce n'est pas de vendre, mais plutôt vraiment de s'intéresser aux problématiques des fermiers. Et donc, ce magazine a eu énormément de succès. Ce qui fait que des années plus tard, vous connaissez tous, pour ceux qui sont véhiculés, le guide Michelin. Vous connaissez Michelin en tout cas, la marque qui vend des pneus de voiture. Alors on se dit, le guide Michelin qu'ils ont créé et qu'ils ont adossé à leurs produits liés aux pneus de véhicules, on se demande ce que la gastronomie, le tourisme et l'hôtellerie fait dans l'entreprise Michelin. Mais ils ont créé un guide qu'ils ont imprimé et dans ce guide-là, ils ont recensé, ils ont parcouru et recensé des hôtels, des restaurants, des lieux touristiques qui pourraient intéresser des personnes qui voyagent. Alors, quand vous entendez voyage, qui dit voyage dit tourisme, qui dit tourisme, par exemple, dit véhicule, et qui dit véhicule dit pneu. Et donc, le concept, c'est que mieux les gens voyagent et plus ils ont besoin de pneus. Et plus ils sont amenés à aller plus loin, à découvrir davantage, à être plus enthousiastes dans leur processus, dans leur tourisme, dans la découverte de nouveaux endroits. Ils le font avec leur véhicule et ils ont toujours à l'arrière des pneus Michelin. Donc, voilà en fait quelque chose qui s'adosse à la marque et qui fait énormément plaisir aux personnes qui voyagent en voiture. Et donc, cette émotion positive que la marque a dégagée via le guide Michelin, c'est un contenu de marque avec pour objectif non pas de vendre, mais d'accompagner des personnes qui se déplacent en véhicule pour améliorer la qualité de leur voyage, de leur déplacement en voiture. Un autre exemple, c'est le livre Guinness, c'est le livre record de Guinness, qui est un exemple de contenu, un précurseur du contenu de marque avant même l'ère du numérique, qui est en fait, ça vient d'une histoire assez banale, qui est le responsable des brasseries Guinness, de la société brasserie Guinness à l'époque. Il était allé à la chasse et il a voulu tirer sur un oiseau qui s'appelle le pluvier. Et n'ayant pas réussi son tir, il a commencé à se demander si ce n'était pas l'oiseau le plus rapide. Et personne n'avait pu répondre à sa question. Et ils se sont donc lancés dans une controverse pour savoir quel était l'oiseau ou la proie en plume la plus rapide dans le monde. Et il s'est dit, mais attends, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un magazine ou alors un document de référence qui pourrait nous donner cette information-là? Alors, il s'est dit, c'est peut-être une idée, une brèche. Il crée donc le livre Guinness du record
dans lequel, avec la participation de partenaires, dans lequel ils décident de recenser en fait tous les records, que ce soit dans le monde, les records les plus expressifs, que ce soit dans le monde animalier ou bien dans le monde, en tout cas concernant les humains tout naturellement, et de les recenser dans ce qu'il a appelé le livre Guinness des records. Et ce livre, au départ, était distribué gratuitement. Et ça accompagnait en fait les personnes ou alors les partenaires qui vendaient les produits Guinness. Donc, à chaque, c'était distribué à chaque fois que un produit, les produits Guinness sortaient. Ce qui fait que les gens se délectaient un peu de la lecture et associaient finalement le concept de record ou alors le concept de rapidité ou de découverte, de challenge à la marque. Il n'y avait aucune intention de vente derrière la création de ce magazine-là, mais simplement une idée inspirée d'une expérience du promoteur et qu'il a transformée en une valeur ou alors en un challenge associé à la marque et qu'il a décidé de partager au grand plaisir des personnes que ça intéresse également. Donc, c'est pour dire que le contenu de marque n'est pas un concept nouveau, mais c'est un concept qui s'est renouvelé. Et aujourd'hui, sur Internet, quand vous vous connectez, il y a tellement de contenu, il y a tellement de marques, il y a tellement de pression publicitaire, il y a tellement de possibilités que vous ne savez pas où donner de la tête. Et aujourd'hui, en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, vous avez besoin d'aller au-delà de la publicité et même au-delà des contenus, même utiles avec pour objectif de vendre. Ça ne suffit plus pour sortir du lot. Aujourd'hui, pour sortir du lot, il faut se connecter émotionnellement à votre cible. Votre marque, votre organisation doit devenir une entreprise qui incarne l'humain. C'est-à-dire que votre marque doit se personnifier, devenir un être vivant pour se connecter mieux. Voilà. Donc, c'est de là que vient l'importance et le caractère central du contenu de marque, qui vous permet finalement de valoriser votre marque, non pas comme une entité commerciale uniquement, mais comme une entité qui impulse le progrès. Et vous pouvez me croire, lorsqu'une entreprise réussit à bâtir un idéal de marque et qu'elle réussit à la partager avec des contenus pertinents parce qu'une étude a été faite au préalable et parce que c'est une histoire qui inspire et qui est vraie, pas simplement pour manipuler ou alors pour, pour faire du suivisme, mais réellement parce que c'est l'essence de l'entreprise ou bien de la marque en question. Et ça, je pense que ça vient tout naturellement de l'histoire même, la raison pour laquelle vous avez décidé de créer votre business, la raison pour laquelle votre entreprise existe. Et les gens se tournent toujours vers les contenus ou alors vers des marques ou des entreprises qui leur font ressentir quelque chose. Et pour faire ressentir quelque chose à d'autres personnes, vous devez vous connecter à ces personnes-là émotionnellement. Et on ne peut pas se connecter à une personne, on ne peut pas traduire les valeurs en commençant par la vente ou alors en utilisant des stratégies de pression publicitaire. Ça a tendance à
à bloquer le processus de découverte et ça a tendance à faire fuir. Parce que c'est pareil, en fait. Lorsque vous êtes par exemple, vous êtes un commercial, un vendeur, vous vous présentez devant une personne, vous avez un rendez-vous, vous asseyez devant la personne, vous commencez à vous exprimer. Vous êtes venu vendre, on est bien d'accord. Vous êtes venu présenter votre produit. Mais lorsque vous asseyez, vous commencez directement à parler des avantages de la marque. Et même si vous vous intéressez au client et au potentiel client en lui faisant comprendre que vous le comprenez, vous comprenez ses valeurs et vous savez que votre offre est faite pour cette personne, ça ne suffit pas en fait. Parce que quand vous vous placez devant l'autre a besoin de savoir, mais qui vous êtes exactement? Qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous définit? Quelles sont vos valeurs? Les gens ont besoin de savoir ce genre de choses-là. Et quand vous êtes une personne, c'est une chose. Mais quand vous êtes une organisation et une entreprise, c'est autre chose, mais vous devez trouver le moyen de traduire ces valeurs-là en trouvant une histoire qui s'adosse à votre marque et qui permet de vous connecter à votre cible. Et là, ça va faire le tri sélectif, en fait. Ça fait que vous attirez et vous communiquez avec des personnes qui s'intéressent réellement à l'entreprise, aux valeurs de l'entreprise, qui partagent les idéaux, la dynamique de la marque. Alors, excuse-moi, Do, je sais que quand on parle des sujets qui nous passionnent autant, on ne se rend pas compte du temps qui passe, mais je voulais juste attirer ton attention sur le temps. D'accord. D'accord. Donc, voilà, donc je disais, avant de créer, c'est-à-dire avant d'envisager la création de votre stratégie de marque, il y a des préalables. Là, on est vraiment à l'étape de comment est-ce que vous pouvez créer votre identité de marque. Et l'ADN, en fait, c'est qui vous êtes. C'est pourquoi est-ce que votre organisation existe et comment est-ce que vous communiquez. C'est quoi votre identité de marque? Qu'est-ce qui fait en sorte que votre marque ressemble à une personne qui fait des promesses, qui a des valeurs? Vous devez identifier ces aspects-là. Et c'est ça qui constitue l'ADN de votre entreprise, ce qui vous rend unique. Et donc, en ce sens, pour créer votre stratégie brand content, le préalable, c'est de trouver les valeurs et l'humanité qui incarne votre marque. Et c'est de vous appuyer ensuite sur ces valeurs-là pour créer votre identité de marque. Mais comme si ça ne suffisait pas, ensuite, c'est vraiment d'aligner votre positionnement de marque avec les contenus de marque. Donc, la stratégie de marque pour proposer des contenus cohérents avec votre identité de marque. Parce que derrière, ce n'est pas simplement de créer du contenu, mais il faut que dans chaque contenu que vous créez, dans chaque apparition, on ressente la vision, on ressente la mission et on ressente les valeurs que votre marque incarne. Donc, ensuite, lorsque ce préalable-là est fait, vous devez montrer et pas seulement dire. Vous pouvez dire que vous êtes une marque engagée dans l'environnement, mais comment vous devez montrer cette dynamique-là? Que ce soit par du contenu vidéo, que ce soit par un magazine, que ce soit par des séries, que ce soit par un journal, peu importe, mais il faut montrer, toucher des points sensibles. Ça veut dire quelle est l'émotion dominante que votre marque traduit dans sa communication. Le bonheur, est-ce que c'est toujours l'effet de surprise? Peu importe. Une émotion positive, ça va de soi.
que vos contenus traduisent à chaque fois. Ensuite, vous pouvez également utiliser des personnages qui partagent les valeurs de votre marque et les mettre au devant de la scène pour traduire les valeurs de votre marque. Les gens se reconnaissent, c'est un personnage influent de votre secteur ou pas, qui partage vos valeurs et qui est plébiscité. Les gens se reconnaissent, se connectent et s'identifient à lui et du coup, s'identifient également à votre marque ou à votre organisation. Créer des histoires. Et quand on dit créer des histoires, ça ne veut pas dire inventer des histoires. Mais lorsqu'on crée une entreprise, il y a souvent une histoire qui sous-tend cette entreprise-là. C'est cette histoire-là qu'il faut traduire. Et non pas une histoire simplement pour convaincre. Parce que quand c'est vrai, ça se ressent. Les gens ne sont pas dupes. Quand c'est une histoire créée de toutes pièces, ça se ressent également. Désigner également un responsable de la marque pour pouvoir s'occuper de cette partie-là, mais alors de manière vraiment intensive parce que c'est un gros travail. C'est une stratégie qui demande énormément de temps et de ressources. C'est un travail stratégique préalable qui est demandé. Voilà. J'aimerais, avant de peut-être revenir sur les conseils, quelques exemples de réussite en matière de contenu de marque. Et ce sont des exemples qui sont toujours d'actualité, c'est-à-dire des récentes campagnes de marketing de contenu de marque qui fonctionnent et qui peuvent vous inspirer. Par exemple, l'entreprise HubSpot, qui est une entreprise qui a créé des ouvrages sur l'inbound marketing. Ils ont par exemple leur campagne podcast de contenu de marque qui n'a pas pour objectif de vendre, mais c'est en fait une série de vidéos qu'ils ont mis en œuvre et qui présentent en fait les employés de l'entreprise ou bien de la marque et qui traduisent en fait la culture d'entreprise de HubSpot. Et ce sont des employés qui sont mis en scène dans ces podcasts-là, qui parlent un peu de comment est-ce qu'ils travaillent au sein de l'entreprise, quel est leur processus de travail, quelles sont leurs manies qui leur permettent de rester motivés au quotidien. Et ce contenu de marque lié à la vie de l'entreprise inspire d'autres entrepreneurs ou d'autres entreprises qui eux-mêmes également ont des employés, ce qui crée déjà une connexion, c'est-à-dire une valeur partagée entre les potentiels, la cible de l'entreprise, la cible et l'entreprise elle-même. Ensuite, il y a par exemple la campagne Real Beauty de Dove. En fait, Dove, c'est un produit de beauté. C'est une huile de beauté. Mais l'entreprise a créé cette campagne qui met au centre la beauté de la femme. Et ils se sont dit, ils ont fait une étude qui a révélé que, en fait, les femmes n'apprécient pas leur beauté à leur juste titre. Donc, ce sont des vidéos qui mettaient des femmes derrière un rideau et en face et derrière, de l'autre côté du rideau, une personne qui fait qui a été formée dans le profil ou bien dans un dessinateur, un artiste, qui, grâce à la description que la femme derrière le rideau fait d'elle-même, dessine en fait la femme comme en se basant sur son autodescription. Ensuite, on invite une personne étrangère qui, regardant la femme, fait également une description de cette même femme et le portraitiste
qui a été engagé et formé pour l'occasion, refait une nouvelle description sous forme d'art de cette femme sur la base de la description de l'étranger lui aussi. Alors, ils ont constaté qu'à la fin, lorsqu'on comparait les descriptions faites de la femme et de l'étranger, il se trouve que la plupart des femmes ont une autodescription d'elles, une autodescription qui n'est pas très glorieuse. Et que la description qui est faite par l'étranger est plus valorisante que la description qu'elles se font d'elles-mêmes. C'est donc une compile de cette expérience-là sous forme de vidéo ou de film qui a été produit par la marque Dove et diffusé, qui met en exergue la beauté de la femme et encourage donc les femmes à se représenter, à avoir une meilleure représentation d'elles-mêmes ou de leur beauté, ce qui rentre en droite ligne avec la valeur fondamentale qui est soutenue par la marque en elle-même. C'est donc une vidéo qui a été très, très vue et à ce jour, près de 180 millions de vues et qui a connecté réellement la cible qui est les femmes avec la marque. Derrière, il n'y a aucun objectif de vente. Mais ce que les femmes ont ressenti après cette expérience-là fait en sorte que la marque Dove reste dans le cœur des femmes qui travaillent à avoir une meilleure confiance et une meilleure estime d'elles-mêmes. Un autre exemple de réussite en contenu de marque, c'est une marque africaine, Akibé du Gabon, conçue par Claire, qui en fait crée des produits, comme c'est des shampoings à base de produits naturels pris dans la nature. Et le concept derrière, c'est de réconcilier les consommateurs, l'environnement, c'est-à-dire le monde qui nous entoure, et les producteurs. C'est de prendre soin de soi tout en respectant la nature, puisque Akibé, c'est un dialecte du Gabon qui veut dire respect. Et donc, derrière, il y a une dynamique de respect du monde qui nous entoure, tout en créant des produits qui obéissent à cette logique-là. Mais la marque va au-delà, parce que ne se contente pas de promouvoir cela. Mais sur le site, par exemple, ils ont des journaux qui sont des journaux qui apparaissent tous les 15 jours et qui donnent des conseils sur comment entretenir les cheveux naturels, quels produits utiliser ou pas. Des magazines vraiment bien fournis qui permettent aux femmes de progresser dans la considération qu'elles ont de leurs cheveux naturels et de leur partager des astuces et des conseils qui leur permettent non seulement d'apprécier leurs cheveux naturels, mais ensuite de trouver des ingrédients en fonction du type de cheveux naturels qu'elles ont, des ingrédients dans la nature qui leur permettent de prendre soin d'elles-mêmes sans toutefois utiliser des produits hyper chimiques qui pourraient détruire les souches de leurs cheveux naturels. Et donc, cette dynamique, c'est-à-dire ce mélange ou alors ce croisement entre des shampoings avec des produits pris dans la nature, avec des ingrédients pris dans la nature et le concept de valorisation de l'environnement dans lequel nous vivons, la valorisation du naturel, c'est-à-dire ce que nous avons de naturel. Ce mélange-là crée une nouvelle manière de voir la marque et ce n'est pas simplement un slogan parce que la marque va plus loin, vraiment en créant énormément de contenu dans ce sens-là, des vidéos, des journaux, pour pouvoir soutenir cette valeur-là
et la partager avec ceux à qui ça parle. Enfin, on a par exemple la campagne non de Coca-Cola. Et bien sûr, Coca-Cola, c'est une marque culte en fait. Parfois, on prend du café le matin, mais dans l'après-midi, souvent on peut prendre du Coca-Cola. Et quand on entend la marque Coca-Cola, ça nous inspire très souvent quelque chose. Il y a la joie. Et dans l'identité même de marque de Coca-Cola, il y a des éléments qui traduisent cette dynamique ou alors cette émotion partagée-là. Par exemple, même la structure du logo de Coca-Cola, le Coca-Cola écrit en script. Est-ce que l'écriture en script, ça traduit la joie, c'est-à-dire ça traduit, ça éveille un sentiment qui est lié à ce que la marque veut représenter en fait pour ses consommateurs. Et c'est ce qui est traduit. Maintenant, le côté non avec l'aspect famille, le côté chaque personne est unique, le côté du moment ensemble, de la joie, de la famille. Ça, c'est une campagne qui vient simplement renforcer cette identité de marque-là, ce qui fait de Coca-Cola une marque culte qui a une stratégie de contenu de marque qui parle quand même. Voilà. Donc, je vais terminer avec, avec les défis du brand content. Il est clair que aujourd'hui, pour sortir du lot, il va falloir faire plus. On ne peut plus se contenter de la publicité. On ne peut plus se contenter seulement de faire de la publicité. On ne peut même plus se contenter. C'est-à-dire, pour pérenniser une marque, ça peut fonctionner, la publicité et des contenus axés sur la vente avec pour objectif de convertir. Ça peut fonctionner pendant un moment, mais si on veut créer une organisation pérenne qui dure et qui reste longtemps dans le cœur des gens, on ne peut pas se contenter de créer du contenu marketing. Il faut commencer à adopter une culture de création de contenu de marque. Et ça ne va pas sans défi, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, les gens savent qu'on crée du contenu et qu'il y a souvent un échange de contenu avec des entreprises. Il y a le concept de don, c'est-à-dire qu'une entreprise donne un contenu gratuitement et ensuite réclame un temps d'intérêt à l'utilisateur. Mais avec les contenus de marque maintenant, il y a cette méfiance que finalement les consommateurs ont développé sur Internet, qui fait que dès qu'il y a un contenu, dès qu'ils sont exposés à un contenu, ils commencent à se demander, mais on veut nous amener où là? On est sûr que, bon, voilà, à la fin, il y aura forcément une proposition de vente ou bien de partenariat ou quoi que ce soit. Et donc, ça, c'est le défi, en fait, c'est d'aller au-delà de cette suspicion-là, mais vraiment de trouver le moyen de créer une dynamique de contenu de marque qui dépasse cette suspicion et qui permette à une entreprise, à une organisation de se démarquer réellement sur Internet. Et bien sûr, ça fait appel à des compétences spécifiques. On est bien d'accord. Il y a avant tout la stratégie même globale de l'entreprise. Il y a la stratégie marketing de l'entreprise. Il y a la stratégie de marque. Et toutes ces stratégies-là doivent être alignées. Ça veut dire que même un employeur dans une entreprise qui crée du contenu au nom de la marque doit prendre connaissance de la stratégie qui a été
conçu au préalable et que dans ce contenu-là, il y ait tout ce qu'on devrait retrouver et qui traduise réellement toutes les spécificités de l'entreprise en elle-même et pas seulement de son offre. Et que même dans la manière de présenter les offres de l'entreprise, on ne les présente plus comme forcément la meilleure offre du marché, vu d'un point de vue prix, d'un point de vue spécificité technique, mais plutôt d'un point de vue préférence parce qu'elle incarne quelque chose qui parle à l'internaute. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour les propos en termes d'éclairage et de contenu et d'exposé. Si vous avez bien sûr des questions, je vais redonner la parole à Swell avec une dernière phrase qui est que de la même manière dans la vie de tous les jours, lorsque vous rencontrez une personne, si la personne n'arrive pas à se connecter à vous émotionnellement, vous ne pouvez rien lui communiquer efficacement. Ça veut dire que parfois, vous discutez avec une personne et la personne vous dit, cette personne ne me parle pas. Ça veut dire que vos valeurs ne sont pas partagées par l'autre. Et l'objectif d'une organisation, ce n'est pas de plaire à tout le monde, mais de trouver sa niche et d'impacter et de se connecter à des personnes qui s'intéressent réellement à ce que la marque incarne. Voilà. Ok, merci beaucoup, Ado, pour cet exposé. Moi, je retiens globalement que le brand content repose sur finalement un contenu qui lui-même repose sur une forme d'idéal, de valeur, lequel vise à se connecter émotionnellement avec son public, et que plus généralement, lorsqu'on est dans une démarche de contenu de marque, ça suppose également un changement dans sa démarche marketing. Et alors, bon, moi, j'avais quand même une question, puisque effectivement, ce contenu, tu l'as dit, ça s'appuie sur de la création de contenu. Bon, tu as également dit dans ton exposé que en environnement Internet, le brand content a toujours existé, mais quand en environnement Internet, à l'ère du numérique, cela prend une nouvelle tournure avec un nouvel engouement. Tu as également évoqué dans le même ordre d'idée le fait qu'effectivement, il y a du contenu, beaucoup de contenu qui se trouve en ligne. Et alors, bon, moi, la question que je voulais quand même te poser, je ne sais pas si des participants en auront également, mais c'est celle de dire, OK, on a conçu un contenu de qualité. On a conçu un contenu de qualité. Alors, comment le rendre comment le faire ressortir justement de ce flot de contenu que l'on trouve sur Internet? Parce que se connecter émotionnellement, OK, c'est une chose, on comprend la démarche, mais encore faut-il effectivement pouvoir toucher ce public-là, qui en environnement Internet est large, et ce public lui-même a accès à énormément de contenu. Donc, voilà, j'aurais voulu quand même t'entendre sur cet aspect-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais bon, voilà. OK, il faut créer du contenu, mais derrière, après, OK, comment ce contenu-là peut être véritablement référencé pour lui donner justement le poids qu'il mérite, puisque derrière, il vise effectivement à se connecter émotionnellement à un public qui est demandeur. Voilà. OK, Swell, merci pour la question. Je pense que ça rejoint un peu un slide que j'ai un peu survolé, qui a les conseils pour créer des contenus de marque de haute qualité.
La première chose, lorsqu'on fait de la création de contenu, c'est le b.a.-ba, c'est d'avoir une connaissance approfondie de son public cible. Et en fait, au final, c'est même de tellement les connaître que la marque ou l'entreprise est capable de raconter leur histoire. Et mieux vous connaissez l'autre, mieux vous êtes à même de créer des contenus qui leur parlent. Ensuite, ce contenu-là ne doit pas seulement capter les gens émotionnellement, mais être logique et cohérent derrière. Parce que ça obéit également à la logique de vision et de la mission de l'entreprise. Parce que, souvenez-vous, l'émotion captive, mais la logique rassure. C'est-à-dire que si on sent une déconnexion entre les contenus que vous créez et la mission annoncée par votre organisation, les valeurs que vous incarnez et les points sur lesquels votre organisation choisit de se concentrer, et même mieux, la promesse que vous faites à votre cible, s'il y a une incohérence entre ce préalable-là et les contenus qui sont créés, forcément, les contenus n'auront pas le même effet sur votre cible. Ensuite, c'est de choisir stratégiquement les plateformes sur lesquelles vous allez diffuser les contenus. Parce que vous pouvez avoir des contenus et parce que vous n'avez pas une connaissance approfondie de votre public cible, vous allez créer des contenus et les diffuser peut-être sur la mauvaise plateforme. Parce que si vous les connaissez, vous savez quelles sont les plateformes sur lesquelles votre cible est présente et quelles sont leurs préférences de type de contenu à consommer, quels sont même les horaires de consommation de leur contenu et autres. Et c'est grâce à ces informations-là sur votre cible que vous créez des contenus et que vous les diffusez sur les bonnes plateformes afin de toucher la cible. Ensuite, maintenant, c'est incontournable. C'est de promouvoir les contenus. Des contenus sont créés, mais ensuite, il faut les promouvoir. Mais il faut les référencer, en fait. Sur Internet, ça rejoint le concept de référencement naturel, c'est-à-dire le positionnement de vos contenus, que ce soit sur Google ou sur les médias sociaux, parce que le SEO, ça ne concerne pas seulement Google, ça concerne également les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a d'autres techniques de positionnement des contenus qui permettent aux personnes qui recherchent non seulement vos produits, mais votre marque, si elles la connaissent, de vous retrouver facilement. Et pour cela, il y a des méthodologies et il y a des techniques qui permettent effectivement de rajouter au côté valeur, au côté utile, au côté éducatif, au côté divertir du contenu, l'aspect technique qui permet à vos contenus d'être retrouvés par votre cible. Donc, maintenant, il y a également le temps, c'est-à-dire comment est-ce que vous choisissez de créer ce contenu. Est-ce que vous choisissez le temps sérieux? Est-ce que vous choisissez de vous exprimer avec un niveau de proximité un haut niveau de proximité avec votre cible? Est-ce que vous choisissez de vous exprimer avec un ton plus formel? Tout ceci rentre dans tout ce qui compose le type de contenu et qui pourrait intéresser tel type de personne. Ça veut dire que l'étude que vous avez faite vous dit que votre cible, il préfère être vous voyez, ou alors vous choisissez de les tutoyer, ou alors vous choisissez le nous, ou alors dans le style décontracté, dans le style plutôt professionnel. Tous ces choix stratégiques-là vous permettent finalement de créer un contenu
qui va effectivement toucher cela, toucher ta cible. Ensuite, il faut mesurer la stratégie qui est déployée, parce que pour pouvoir évaluer et améliorer, il faut mesurer le succès de la stratégie brand content. Il faut ensuite faire une veille, un suivi pour savoir ce qui se dit sur votre marque, quel est le retour le retour du public cible sur vos produits, c'est ce qu'ils pensent de votre marque, qu'est-ce que votre marque représente dans leur esprit, et de savoir tout cela, les commentaires, les avis, et de prendre tout cela en compte. Pourquoi pas faire des sondages pour pouvoir ensuite ajuster la stratégie brand content. Je ne sais pas si je suis en train je ne sais pas si ça t'éclaire un peu. Oui, ça m'éclaire un petit peu. Je comprends que, en fait, au-delà d'avoir compris le concept même du brand content, je comprends même que dans la création de ce contenu de marque, ça nécessite un certain nombre de prérequis et de techniques qui sont propres notamment au digital. Donc, c'est ce que je retiens. Et je vais peut-être laisser la parole parce que là, on a quand même déjà dépassé le temps de 14 minutes. C'est vrai qu'on a peut-être une tolérance d'une dizaine de minutes puisqu'on a commencé un petit peu plus tard. Donc, je vais peut-être laisser la place aux questions. On va essayer d'échanger pendant 10 minutes maximum. Et dans le fil de conversation, soit également à lever la main. Donc, je vais passer la parole à Ludovic pour qu'il puisse poser sa question et on prendra également celle qui suit. Bonjour Madame Ado. Merci pour votre présentation édifiante. L'explication était très claire. Ma question est celle de savoir quelle est la différence entre l'inbound marketing et le brand content. Merci. Ado, excuse-moi, ton micro est coupé. Il faudrait que tu le réactives. OK. En fait, l'inbound marketing, c'est le processus, en fait. C'est le processus qui encadre les stratégies de création de contenu. C'est la méthodologie qui a été mise en place pour pouvoir encadrer la création, les processus de création de contenu. La méthodologie inbound marketing est claire: attirer, convertir et fidéliser. C'est dans ce cadre-là. L'inbound marketing vient simplement encadrer l'utilisation du contenu avec une méthode et un processus clair. Le brand content, c'est simplement un type de contenu. Un type de contenu au service de la notoriété de l'entreprise et non pas au service de la vente. Le content marketing est au service de la conversion, du processus de vente. Le brand content au service de la notoriété. Et l'inbound marketing vient simplement encadrer l'utilisation du brand content et du content marketing pour pouvoir atteindre les objectifs d'une entreprise. Et tous ces concepts-là ont pour point commun le contenu. Je vais prendre un exemple simple. Vous êtes responsable de la stratégie de contenu de votre organisation. Et vous êtes en train de mettre en place cette stratégie.
Et donc, qu'est-ce que vous utilisez? Vous utilisez la méthode inbound marketing pour pouvoir déployer votre stratégie content marketing et votre stratégie brand content. Les objectifs de vos contenus marketing vont être déployés grâce à la méthodologie inbound marketing. Et les objectifs de votre stratégie content, eux, ne répondent pas forcément aux objectifs encadrés par l'inbound marketing. Donc, l'inbound, c'est un peu la coque, en fait, qui encadre les processus de création de contenu. Maintenant, il y a à l'intérieur des types de contenus avec des objectifs différents. Des contenus marketing avec pour objectif de vendre, des contenus de marque avec pour objectif d'accroître ou de présenter les valeurs, la mission d'une entreprise. Est-ce que ça répond à ta question, Ludovic? Oui, oui, merci. OK. OK. Alors, la parole est à qui veut la prendre. Donc, on peut soit lever la main, soit poser la question dans le fil de conversation. À défaut, on se dira que l'exposé a été suffisamment clair pour tous les participants. J'ai une question. Oui. J'ai compris que le brand content, son rôle est de fonder la notoriété d'un produit. Mais est-ce que ici, cette notoriété peut être, j'ai pas envie de dire fausse, mais par exemple, avec le cas d'Apple, l'image qu'ils donnent de leur produit n'est pas forcément ce qu'est vraiment le produit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dans la mesure où on présente Apple comme étant un appareil révolutionnaire, l'appareil du futur, pourtant Apple ne fait pas vraiment plus que les autres marques. Alors, je veux savoir, est-ce que cette notoriété peut aussi un peu être faussée par le brand content? OK. C'est une belle question. Hein. En fait, c'est là qu'intervient la stratégie, en fait, et la communication même en soi. Ce que Apple représente, ça ne veut pas dire que Apple a les meilleurs produits technologiques du marché. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire que leur stratégie de contenu de marque a été tellement bien conçue que pour ceux que la marque a convaincus, ça devient un culte, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises sur le marché, même camerounais par exemple, qui ont d'excellents produits, mais pour peu que la stratégie de communication, la stratégie de marque n'est pas bien conçue et n'est pas bien déployée, bah elle reste aux oubliettes en fait. Et à l'opposé, il y a des entreprises qui ont un produit moyen, pas de mauvaise qualité, parce que le produit de mauvaise qualité, peu importe le marketing qu'on y applique, ça ne va pas durer, ça se résume à un feu de paille. Mais un produit de niveau de qualité moyenne sur le marché peut avoir une si bonne stratégie de marque qu'elle se démarque carrément de toute la concurrence et parfois viennent se positionner au-dessus de produits qui sont de meilleure qualité sur le marché. Donc, ce que Apple traduit et l'exemple qu'on en donne, ça ne veut pas dire que la marque est exempte de faux pas
ni même de produits technologiques qui ne sont pas de très bonne qualité. Mais je pense, c'est un peu comme, vous, par exemple, en tant qu'être humain, vous représentez quelque chose, vous incarnez une valeur, vous avez votre identité. Vous dites, je suis une personne polie, je suis une personne intelligente, je suis une personne éloquente. Et ce que je veux, c'est un monde dans lequel les gens sont épanouis. Voilà ta philosophie. Sauf que après, dans la pratique, plus tu communiques cela, tu te connectes avec des personnes qui partagent cet idéal-là. Mais tu as partagé cet idéal, mais à côté, tu peux avoir dans ton comportement pendant un jour ou bien deux, des faux pas qui ne rendent pas compte de la valeur ou de ce que tu partages ou de l'idéal que tu voudrais que les gens atteignent. Quand toi, tu communiques, ça arrive. Mais est-ce que ça enlève ce que tu représentes pour les gens? Non. Parce que, bien sûr, hein, même les marques font des crises identitaires. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils peuvent faire des faux pas qui entachent leur notoriété. Et ensuite, derrière, il y a un travail ou une autre campagne de marketing de contenu qui redore le blason, soit en expliquant la raison du faux pas, soit en s'excusant du faux pas, soit alors en dénonçant les coupables de l'action pour ensuite continuer le voyage. Sauf que l'avantage vraiment derrière, c'est dès le départ, la marque s'inscrit dans une dynamique. Voilà où on veut aller. Voilà ce que nous, on représente. Voilà ce que nous, on vous donne. Voilà ce que nous, on vous promet. Et on va faire le maximum pour atteindre cet objectif-là à chaque fois que nous sortons un produit. C'est notre promesse. Maintenant, après, est-ce que la marque est infaillible? Est-ce que la marque pourrait ne pas atteindre l'objectif? Ça, c'est une autre histoire. Mais le fait d'avoir énoncé cela, ça permet aux gens d'épouser cet idéal-là et d'accompagner la marque dans ce voyage. C'est à ça que sert le marketing, le contenu de marque. Ok, donc je crois que la réponse était très claire et très détaillée. On va prendre une dernière question, je pense, de Interactive, qui m'a écrit par message inbox, qui m'a dit avoir une question. Donc, on va prendre une dernière question. Oui, merci beaucoup, Swell, de me passer la parole. Moi, c'est Alphonse. Je voudrais poser une question à Ado pour l'amener davantage à expliciter, parce qu'on est tous conscients qu'on ne peut pas tout dire en 30-45 minutes sur le content, sur le brand marketing, sur le brand content plutôt. En fait, Ado, la question que je voudrais te poser, puisque en termes le brand content, en fait, c'est un outil pour, disons les choses vraiment en les nommant, améliorer l'e-réputation. Voilà, améliorer l'e-réputation d'une marque, d'une entreprise. Et en matière d'e-réputation, il est admis que ce n'est pas ce que la marque dit d'elle qui fait son e-réputation, mais c'est plutôt ce que les internautes disent de la marque. Or, il se trouve que dans la plupart des exemples ou des modèles que tu as présentés, tu as davantage mis en avant ce que les marques disent d'elles-mêmes. Et en laissant un peu en retrait ce que les internautes vont dire de la marque. Alors, finalement, quelle est la part de voix des internautes dans le brand content? Voilà un peu la question à laquelle je souhaite que tu répondes pour davantage édifier aussi
des participants sur cet autre aspect-là du brand content. Je n'ai pas suivi toute la question. Vous avez été coupé à un moment, donc est-ce que vous pouvez répéter la question? Alors, la question... Oui, vas-y, Swell. La question d'Alphonse, c'était quelle est la part des internautes dans le brand content? Il est parti du fait que lorsqu'on parle de brand content, on parle également de e-réputation et que en matière de e-réputation, c'est généralement admis que c'est beaucoup plus ce que les internautes disent de sa marque que ce qu'on dit de soi-même. Et il expliquait que dans la présentation, les illustrations que tu as exposées, pardon, tu revenais un peu plus sur ce que les marques disaient d'elles-mêmes. Donc, d'où la question, quelle est donc la part des voix des internautes dans le brand content? Ah, OK, merci. Ça rejoint effectivement le retour de la stratégie. Je pense que on ne peut redire que de quelque chose qui existe. L'idée, c'est déjà de mettre en place cette stratégie-là et ensuite de la déployer. Maintenant, c'est clair et je suis totalement alignée avec Alphonse dans la logique de une marque, c'est ce que ses consommateurs en disent. C'est pour cette raison que, après avoir diffusé, ça veut dire je me présente, voilà qui je suis. Et ensuite, j'écoute les autres pour savoir ce qu'ils en pensent dans l'attitude que je continue d'adopter après que je me sois présentée et après que j'ai dit quelle était la profondeur de ce que je veux représenter. Ensuite, j'observe les commentaires, j'observe ce que les gens en disent. Quel est le retour que j'ai des contenus qui sont diffusés en tant qu'organisation? Quel est le retour de ce qui est diffusé comme contenu? Est-ce que les consommateurs pensent que la marque... la question précédente soulignait que Apple fait une promesse de valeur, de qualité, mais derrière, tous les produits de Apple n'obéissent pas à cette promesse-là. Et ça, c'est un retour qu'un consommateur fait. Maintenant, jusqu'à quel point ce retour-là impacte la notoriété de la marque après qu'il ait déployé sa stratégie de contenu de marque. Ensuite, la marque se questionne pour revoir cette stratégie-là, pour la corriger. Parce qu'effectivement, parler de soi, c'est une chose, mais on ne parle pas de soi pour être centré sur soi. Et là, je parle vraiment comme une marque, mais plutôt pour se connecter. Et si les autres n'arrivent pas à se connecter à moi, ça veut dire qu'il y a un problème, soit dans le positionnement de la marque, soit dans la stratégie de contenu de marque, soit dans les types de contenu, soit dans la façon de communiquer les idéaux de l'entreprise. Et donc, à ce moment-là, il faut revoir la stratégie en question. Il y a par exemple, un exemple de... Et on a grandi avec ça. Par exemple, il y a la marque Bic. Quand nous, on était à l'école, et parfois même aujourd'hui, le Bic, c'est une marque. C'est une marque de stylo. Sauf qu'aujourd'hui, parfois, on dit « donne-moi un Bic » pour dire « donne-moi un stylo ». Sauf que on dit le stylo, mais Bic, c'est une marque de stylo. Mais maintenant, on appelle presque tous les stylos qu'on a en main, on dit « je veux un Bic ». Or, Bic, c'est une marque. Ça veut dire que la marque est tellement ancrée dans l'esprit des consommateurs ou des utilisateurs de stylos que les gens associent finalement la marque à l'objet qui est représenté. C'est-à-dire qu'on sait que la marque Bic, c'est un stylo pour écrire. Et donc, c'est un retour qui permet d'évaluer la stratégie.
de contenu. Je ne sais pas si... C'est bon, Ado, ça va. OK. Merci beaucoup pour ta réponse. OK, merci. OK. Bah, écoutez, je pense qu'on a à la fois largement épuisé le temps et on a également balayé toutes les questions qui souhaitaient être posées, sauf erreur de ma part ou omission. Si il reste encore des préoccupations, je sais que nous avons une prochaine formation au courant du mois de septembre qui portera sur la rédaction web, en sachant effectivement que la rédaction web n'est pas tant en soi la rédaction en elle-même, mais justement participe de toute la démarche que l'on vient de présenter en matière de création de contenu. Et donc, ce sera l'occasion de revenir sur ces différentes notions, le brand content, le content marketing, et également sur le public cible dont tu parlais, Ado, et notamment les personas, qui sont en réalité les personnes que l'on souhaite toucher dans ce public. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, pour ceux des participants qui seraient intéressés, vous pouvez aller sur notre site internet, vous allez justement avoir accès à la fiche d'information de cette formation-là. Donc, n'hésitez pas à aller la parcourir et n'hésitez pas non plus à nous contacter. Voilà. Pour ma part, j'ai été très, très, très heureux d'animer ce webinaire. Je te remercie, Ado, pour l'exhaustivité de ton propos, parce que du coup, tu as été très détaillé, mais je comprends parce qu'en réalité, c'est une thématique qui te passionne et je connais également ton implication dans ce domaine, puisque je le redis pour ceux qui n'étaient pas là au début du webinaire, nous collaborons beaucoup sur un certain nombre de projets digitaux avec le centre. Donc, je te remercie pour ta disponibilité, pour ton intervention, ton propos. Et je te dis également à très bientôt. Je remercie également tous les participants au webinaire qui ont trouvé du temps pour y participer. J'espère que vous aurez appris quelque chose et j'espère également que le webinaire vous a plu. Il ne me reste plus qu'à clôturer ce webinaire en vous disant à très bientôt. Nous en aurons un dernier prévu cette année, je pense, au courant du mois d'octobre. Bon, nous ne connaissons pas encore la thématique. Et là, encore une fois, c'est un appel aussi qu'on fait aux participants parce que ces webinaires-là sont gratuits, mais ils le sont aussi parce qu'on a des volontaires, des personnes qui se portent volontaires pour pouvoir venir les animer sur des thématiques qui, encore une fois, seraient dignes d'intérêt pour tous. Donc voilà. Donc, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Allô? Allô? Oui, excuse-moi, c'est Bertrand Koa depuis Yaoundé. Je posais la question de savoir comment on peut avoir ce contenu-là après le webinaire. Alors, le contenu, c'est-à-dire le support du webinaire, celui qui est ça, présent. c'est ça. D'accord. OK. On va le repartager. Si vous pouvez juste nous mettre peut-être dans le fil conversation, on va laisser 2-3 minutes le fil conversation ouvert et la session ouverte pour que chacun puisse remplir son adresse mail. D'accord. Ou si vous souhaitez que ce ne soit partagé qu'avec nous, vous allez voir dans le fil conversation la fonction d'envoyer le message uniquement à nous, c'est-à-dire à soit moi, soit Ngaba, soit Interactive Consulting. D'accord, ça ne me dérange pas, je poste le mail tout de suite. Si quelqu'un d'autre veut m'envoyer d'autres contenus, je suis preneur, je suis en vacances. Donc... D'accord, ça marche, ok, c'est bien noté. Donc, on va vous partager le support, sans souci. Merci beaucoup. Donc, comme je l'ai indiqué, on laisse encore la session ouverte 2-3 minutes, le temps de prendre les adresses des personnes qui souhaiteraient recevoir le support de formation avant de la clôturer définitivement.
Est-ce que vous voyez mon adresse? Oui, oui, très, très bien. On la voit. Ok, super. En tout cas, merci. Merci, Ado. Merci infiniment. C'était très, très intéressant. Merci, merci, Hortense. Je te poserai des questions en off pour mes commerciaux qui, de temps en temps, essayent d'envoyer sur leur compte personnel LinkedIn des contenus pour leur cible clientèle pour savoir est-ce que ça répond aux mêmes exigences. D'accord. Voilà, c'est la personne indiquée, donc c'est parfait. Pas de souci.